Bonjour, je m'appelle Sébastien Georges, je suis en charge du business development média pour AWS en France. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir avec mes camarades pour vous faire un petit recap IBC. Adrien, est-ce que tu veux te présenter rapidement? Oui, bonjour Seb, c'est un plaisir d'être présent aujourd'hui pour faire ce récap IBC. C'était mon premier d'ailleurs, et c'était une super expérience. Et il y a eu tellement de démos qu'en 45 minutes, ça va être un sacré challenge. Effectivement. Emmanuel? Bonjour à tous, je suis Emmanuel Soulier, je suis Solution Architect et j'ai eu le plaisir d'accompagner Sébastien et Adrien sur cette IBC cette année. Et effectivement, un nombre de démos relativement impressionnant et on a hâte de partager ça avec vous. Allez, commençons un petit peu les hostilités. On va vous présenter un petit peu l'équipe et les contenus qui étaient démontrés cette année à l'IBC. Alors tout d'abord, cette année, on avait beaucoup de chance parce qu'en fait, l'équipe média française était très présente sur le salon. On avait Lionel, Manuel, Irina, Emmanuel, Adrien et Roland qui étaient présents et qui ont préparé les démonstrations, les ont montrées à nos clients médias sur le salon. Et donc, on avait vraiment la chance de pouvoir communiquer en français, s'expliquer en français, ce qui facilite quand même beaucoup les discussions. Alors ensuite, quelles étaient les grandes thématiques de démonstration pour cette IBC? En fait, on a voulu organiser un petit peu tous les use cases présentés en 3 grandes zones de démonstration. La première, on l'a appelée Create Content parce que tout bêtement, elle présente comment moderniser la façon de produire des documentaires, des séries télévisées, des films, en innovant, en hébergeant les outils de production dans le cloud de façon à pouvoir réinventer un peu la façon de créer ces séries et ces programmes. La deuxième zone de démonstration s'appelait Connect Workflows. Son rôle à elle était vraiment d'interconnecter la partie création de contenu avec tout ce qui concerne la distribution, le playout et donc le partage des contenus produits avec l'audience finale. Et enfin, la dernière zone de démonstration s'appelait Captivate Audiences et elle avait vraiment la charge de démontrer de l'innovation autour de tout ce qui concerne le streaming et la présentation du contenu pour l'audience finale. Alors, quelques chiffres sur cette IBC dont on est très fiers. On avait construit un nombre total de démonstrations de 43, ce qui est quand même relativement impressionnant. Faut savoir que ces démonstrations, elles sont faites par nos architectes, par nos builders chez AWS. On avait un total de 56 partenaires qui étaient impliqués. Et ça, c'est très important, l'écosystème de partenaires dans la galaxie AWS. Et enfin, il est notable de dire que 74% de ces démonstrations incluaient de l'intelligence artificielle et on va même plus loin puisque 33% de ces démonstrations contenaient des workflows agentiques. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau chez nous. Oui, on voit vraiment qu'en fait, on a toute une série de démonstrations qui s'appuient sur de l'IA générative pour moderniser les workflows. Et de plus en plus, cette IA générative s'appuie sur une architecture agentique de façon à davantage être autonome, à davantage automatiser les workflows et à permettre de soulager un peu les équipes qui ont la charge de ces opérations au quotidien. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence à rentrer un peu dans le détail des démonstrations. Et pour cela, nous allons rentrer dans la zone Create Content, qui encore une fois traite de production, post-production de séries, de films et de contenu en général. Donc il y avait plusieurs démonstrations dans cette zone. Une des principales concernait le déploiement de systèmes Avid dans le cloud avec AWS. Et donc on avait plusieurs démonstrations liées à ça. La première, en fait, c'était le déploiement d'un file system Nexus, qui est vraiment le file system qui permet de gérer le stockage de post-production des outils Avid directement dans le cloud. Ce file system Nexus était capable de venir parler avec plusieurs entités ou types de stockage différents sur AWS, notamment du stockage objet S3, mais également des types de stockage avec des bandes passantes plus élevées dans les cas où une bande passante et un bitrate beaucoup plus élevé serait nécessaire. Et une fois que ce stockage cloud Avid était disponible, on présentait différents moyens pour accéder et monter ce contenu. La première grande technique, c'était de faire tourner le poste de montage lui-même, qui héberge le logiciel Media Composer sur un poste de travail sur AWS. Et ensuite, les équipes peuvent se connecter à ce poste de travail à distance de façon à pouvoir éditer les contenus. Ce qui peut être très utile, par exemple, si vos équipes travaillent à distance dans d'autres pays, dans une chambre d'hôtel, et qu'ils souhaitent accéder au même contenu que s'ils se trouvaient en train de monter leur contenu depuis vos bâtiments. Et le deuxième use case, deuxième type de déploiement qu'on illustrait, c'était de déployer en fait un poste on-prem dans une station de montage traditionnelle, déjà équipée a priori,
et montrer comment ce poste de travail équipé avec Media Composer en local pouvait venir se connecter à du stockage cloud, par exemple parce que vous avez besoin de scaler ou d'augmenter votre capacité de stockage de manière temporaire pour un grand événement ou une nouvelle série ou une nouvelle production. Donc ça, voilà, c'était les grands use cases Avid qu'on montrait pendant l'IBC. Ce que je vous propose maintenant, c'est de changer un petit peu de type de use case et de vous parler un petit peu d'autres démonstrations. La première concerne ce qu'on appelle TAMS, pour Time Addressable Media Store, qui en fait est une façon de stocker des contenus dans le cloud AWS, qui utilise un framework open source développé notamment par des acteurs de l'industrie comme la BBC et d'autres clients médias ou de grandes organisations. Donc c'est pas uniquement un projet AWS, en fait c'est une initiative qui est plus large que juste AWS et qui permet de stocker des contenus médias de telle sorte qu'ils puissent être édités en cours d'acquisition depuis des outils de montage web ou des applications comme Adobe Premiere Pro par exemple. Et donc sur notre petit diagramme qu'on illustre actuellement sur le slide, vous voyez sur la gauche des flux vidéo qui rentrent dans des outils d'acquisition, en l'occurrence des outils partenaires fournis par TechX et Zixi en l'occurrence, qui vont venir stocker des contenus en cours d'acquisition sur du stockage objet S3, et ensuite mettre ce contenu à disposition d'outils de type MAM comme Mimir par exemple, ou des players web comme le player Okamase, ou encore des outils d'édition HTML comme Cutting Room, le tout pendant l'acquisition, ce qui vous permet d'être capable de rapidement éditer des contenus. C'est ce qu'on appelle les workflows fast turnaround. Et donc c'est très utile pour les news et pour les sports où vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre la fin de l'événement sportif, d'attendre la fin d'une conférence de presse par exemple, avant de commencer à faire le montage de vos images pour les mettre en diffusion sur votre diffusion ou vos réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'était la deuxième grande démonstration liée à la création de contenu fichier, entre guillemets, montré l'IBC. Et je crois que c'est une démonstration qui a été très appréciée. Hein. Alors elle a été tellement appréciée qu'en fait elle a reçu un prix, donc il y a eu un award qui a été attribué à TAMS et à cette démonstration pendant l'IBC. Donc on en est très fiers, et donc c'est une grande innovation qui a été démontrée sur ce stand. Donc ensuite on reste dans la zone de création de contenu. Mais on va s'intéresser maintenant à des créations de contenu qui impliquent des flux vidéo temps réel, donc des workflows de contribution, de diffusion, de distribution. Et donc on avait tous ces types de use cases étaient démontrés sur un stand qui était peut-être plus visuel, avec beaucoup d'écrans, beaucoup de monitoring, des multiviewers, qui permettaient vraiment de mettre en avant le fait que pour un opérateur qui travaillerait dans une master control room, finalement, son expérience au quotidien, elle n'est pas si différente que ça, qu'il travaille sur des équipements qui se trouvent dans la salle d'à côté, dans son data center, ou qu'il se connecte en fait à des équipements distants situés dans le cloud. Finalement, le type d'expérience sera relativement similaire. Et en plus, elle sera augmentée avec des outils plus web, des outils également plus d'intelligence artificielle pour lui faciliter la tâche en termes de récupération d'alertes, par exemple, ou de monitoring de ses diffusions. Donc c'est un petit peu ce qu'on mettait en avant sur cette démonstration. Un autre point important de cette démonstration aussi, qu'on voit de plus en plus chez nos clients, c'est ce qu'on appelle un nodal chez nos clients, donc l'endroit où tous les signaux vidéo entrants, sortants vont venir se rassembler et où les opérateurs vont un peu vérifier la qualité de ces signaux vidéo. De plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les chaînes de télévision reçoivent, en plus de signaux classiques, de plus en plus de flux vidéo IP, que ce soit du Zixi, du SRT, du NDI et beaucoup d'autres formats. Donc il y a une certaine complexité qu'on voit apparaître chez nos clients, avec la diversité de ces formats. Et donc là, on illustre un petit peu comment créer une sorte de nodal de nouvelle génération qui permet de facilement traiter cette diversité de formats vidéo IP en entrée et en sortie. Alors maintenant, si on contournait le mur des démonstrations de l'IBC pour voir ce qui se trouvait derrière, on arrivait dans la partie qui illustrait les régies de production, cette fois-ci. Une régie de production de type news ou de type sport. Et on illustrait comment cette régie de production, le mélangeur qui s'y trouve, le traitement audio, la console audio, les graphiques, les serveurs de ralenti et de replay, comment tous les équipements nécessaires à cette régie de production peuvent être hébergés sur AWS et comment, d'un point de vue expérience utilisateur, à quel point ça pouvait être transparent en fait pour les équipes d'opérateurs qui ne se rendent pas forcément compte qu'en fait, au lieu de se trouver juste à côté, l'équipement de son mélangeur, par exemple, en fait, se trouve actuellement dans le cloud et lorsqu'il clique sur les boutons de son panneau de contrôle, les commutations et les changements de caméra qu'il est en train d'effectuer se trouvent en fait à être effectués dans le cloud.
Et donc voilà, je pense qu'on a fait un tour rapide mais relativement complet des démonstrations côté Create Content. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la suite et qu'on regarde notamment cette partie Connect Workflows et qu'Adrien nous la présente. Et il faut vraiment voir Connect Workflows comme tout ce qui concerne l'automation des workflows de préparation de programmes entre nos contenus produits et notre distribution, notre diffusion, nos plateformes de streaming. Donc c'est faire un peu le lien entre ces deux mondes et préparer de manière la plus efficace possible et la plus automatisée possible la préparation de ces programmes. Adrien, est-ce que tu peux nous faire un petit tour de ces démonstrations? Merci beaucoup Seb pour l'introduction sur le Boost Connect Workflow. Alors il y avait pas mal de démonstrations, on a voulu un peu les réduire à 4-5 pour ce Boost. Donc la première, c'est Media to Cloud. Media to Cloud, c'est une solution guidance que l'on propose depuis maintenant plusieurs années maintenant pour les entreprises médias qui font face à des volumes croissants de contenu vidéo qui nécessitent une analyse intelligente et rapide. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette démonstration, c'est que, et surtout ce projet que vous pouvez voir open source qui est sur GitHub, c'est que désormais, grâce à l'IA générative, pilotée par Amazon Bedrock et notre service Amazon Nova, par exemple, et en complément avec des services d'IA managés comme Amazon Recognition, Amazon Transcribe, eh bien en fait, on a Media to Cloud qui automatise l'extraction des métadonnées, par exemple pour avoir la détection des posts publicitaires, la cartographie visage-voix, la génération de transcription, le tout enrichi et contextualisé. Alors sur les captures d'écran justement, ce qui est intéressant, c'est dans cette démonstration, surtout c'est la capacité à croiser ce que l'on voit à l'écran, visage, scène, logo, avec ce que l'on entend. Donc la voix comme ici, le discours, les émotions et surtout les intervenants. Et grâce à la diarisation et à l'analyse du contexte, on peut on peut relier chaque texte au bon intervenant. Et là, comme on peut le voir ici, que Kevin Kilner a parlé pendant 40 segments dans une durée de 2 minutes et 40 secondes. Et je trouve que c'est une démonstration intéressante car pour faire cette segmentation et enrichir pour avoir des métadonnées complémentaires pour justement le meilleur montage ou pour la suite pouvoir monétiser certains rushs. J'ai une petite question. Parce que souvent, ce qui intéresse nos clients, c'est ils ont leur propre liste de tags, par exemple en français notamment et pas en anglais. Est-ce qu'ils sont capables de configurer ou de personnaliser la liste de tags, la taxonomie qui est utilisée pour venir enrichir les contenus? C'est ça qui est intéressant avec notre solution Media to Cloud, c'est comme c'est open source, nos clients ils peuvent modifier comme bon leur semble pour que ça matche avec les métadonnées qu'ils ont l'habitude de traiter. Ils peuvent enrichir, par exemple, notre service Amazon Recognition avec les têtes des acteurs ou des présentateurs si on est une entreprise de production qu'ils ont à leur disposition. Comme ça, on pourra faire la détection et le matching automatiquement. Donc ça, c'est un exemple. Et je crois savoir que Media to Cloud intègre aussi un certain nombre d'APIs qui lui permet de s'intégrer facilement dans une media supply chain. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que là, par exemple, si je prends la capture d'écran d'après, c'est la ad break detection. En fait, c'est comme une grosse boîte de Lego et chacun prend les API qu'ils ont envie d'utiliser. Peut-être que l'ad break detection ne vous intéresse pas, mais c'est surtout le découpage par scène qui vous intéresse. Ce que j'aime bien ici, c'est d'un point de vue purement cost optimization, plutôt que de traiter l'ensemble du flux vidéo, ce qui se passe, c'est qu'on découpe par frame. Et ensuite, donc d'un côté, on a l'analyse par image, on match, comme on peut le voir ici, avec l'open credit, le programme ou justement le black screen. Et en fait, en parallèle, on fait ce qu'on appelle l'analyse de la voix. Et c'est vraiment l'analyse image-voix qui fait ce matching plutôt que d'analyser le flux vidéo complet qui peut vraiment être une source... justement, ça peut vite revenir très cher si on fait l'analyse du flux vidéo en tant que tel. C'est très clair. Du coup, on peut aussi peut-être l'installer sur son compte et un peu tester les fonctions qui nous intéressent, voir leur coût et décider de ce qui apporte vraiment ou non de la valeur et désactiver ce qui coûte cher et qui n'apporte pas grand-chose. Et au contraire, utiliser ce qui a le bon retour sur investissement en termes de fonctions d'IA. En fait, c'est bien ça. Exactement. Le template sur GitHub est super bien expliqué où on peut aussi bien le déployer sur nos comptes
compte de test dans un premier temps et ensuite pouvoir faire les mises à jour que vous souhaitez, par exemple pour ajouter aussi des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles, ou justement aussi vous, en tant que client, vous pouvez avoir un impact sur ce GitHub parce que c'est public, donc on peut aussi bien faire des propositions pour améliorer ce Solution Guidance. Et justement, qui dit... Alors là, c'était pas mal pour l'automatisation Media2Cloud de la compréhension et la structuration du contenu audiovisuel. Mais en fait, il y a aussi il y a un terme que tu as cité tout à l'heure, c'était l'agentique. L'agentique était clairement un des grands mots clés à la mode à l'IBC. Donc donc on avait quelques démonstrations d'agentique sur notre stand, et je pense que ce qu'on cherchait beaucoup à faire aussi, c'était de le montrer de manière très concrète et pratique pour vraiment montrer ce que ça apportait à nos clients d'utiliser des technologies agentiques. Hein, c'est bien ça? Déjà, l'idée, c'est de faire en sorte que nos clients se projettent, mais surtout comprennent le concept en tant que tel. Il y a vraiment un paradigme qui est en train d'être mis en place. C'est les équipes, elles doivent gagner un temps précieux, le tout en minimisant les erreurs, mais en personnalisant à plus grande échelle la manière de gérer, distribuer et valoriser le contenu. Donc comment on fait ça? L'agentique, c'est pouvoir avoir, comme son nom l'indique, plein de petits agents, mais chaque petit agent est spécialisé dans sa tâche. On a l'agent spécialisé dans le film et qui a sa base de connaissances et ses outils en lien avec justement toutes les métadonnées qu'on a extraites dans Media2Cloud. On a l'agent spécialisé dans le sport et là, il a par exemple, je sais pas, tous les résultats des matchs du week-end. On a l'agent news avec l'actualité, etc., etc. Donc là, typiquement, je crois qu'on voit une petite démonstration qui tourne, une petite vidéo qui tourne pendant que tu nous expliques tout ça. Ouais. Tu peux nous décrire un petit peu ce qu'on voit actuellement à l'image? Absolument. Donc là, cette démonstration, on l'a nommée Media Operation Agent. On a un langage naturel. On lui demande de réaliser un post pour les réseaux sociaux sur le film, donc qui est affiché sur la gauche. Donc, on a un agent dit superviseur qui connaît l'ensemble des agents déployés et qui comprend le langage naturel et qui va dire ok, je dois faire un post sur les réseaux sociaux sur ce film. Donc, ça veut dire que je vais dans un premier temps appeler l'agent spécialisé du film, lui, il a à sa disposition tous les métadatas en question. Il va réaliser le post, mais après, l'agent, il va en appeler un second qui est on va l'appeler Quality Check, qui a à sa disposition l'ensemble des guidelines de l'entreprise, les mots-clés à me dire pour un post LinkedIn, les comptes à taguer, etc., etc. Et en fait, à la fin, la plus-value, c'est aussi, ça va faire gagner du temps à cet usage métier spécifique, mais ça va aussi avoir un peu ce qu'on appelle le human in the loop, parce qu'on ne va pas publier à la fin le post sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est qu'on lui fasse gagner du temps. C'est ça le mento, c'est vraiment faire gagner du temps pour que justement il puisse avoir les ressources à disposition en quelques clics. Là, la démonstration, elle tourne depuis 2 minutes en boucle, mais c'est ça aussi la plus-value de cette démo. Et donc, si je te comprends bien, en fait, l'IA agentique, avant, on connaissait l'IA générative, il y avait des chatbots, on parlait en langage naturel avec un robot qui nous parlait de manière naturelle et intelligente. Mm-hmm. L'agentique, en fait, ce que ça rajoute, c'est cette notion un peu de chef d'orchestre. On est une sorte d'agent chef d'orchestre qui va venir distribuer des sous-tâches à d'autres agents IA. Ils vont tous se parler les uns avec les autres pour à la fin faire une tâche sans qu'on ait trop besoin de comprendre comment, pourquoi, dans quel ordre. Exactement. Le système va automatiquement s'ajuster, c'est bien ça? Et ces agents sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils sont capables, ils ont leurs propres tâches et ils agissent de façon autonome et reportent finalement leur trouvaille auprès d'un agent maître qui, lui, s'occupe de l'orchestration. Qui dit, en tant qu'architecte, j'aime bien avoir aussi des belles architectures de référence comme celle-ci, justement, qui met en lumière ce qu'on vient de voir. Alors, je vais me focaliser seulement sur la partie Agent Core, qui a été récemment lancée sur Amazon Bedrock. L'idée est simple, hein, c'est tout simplement une façon de centraliser l'ensemble de nos agents dans un seul et même endroit. Et on décrit l'ensemble des agents en question, on lui associe la Bedrock Knowledge Base associée, film, toutes les métadonnées associées, on lui a sport et voilà l'outil associé, etc., etc. Et on a le superviseur qu'on peut voir juste en dessous du petit numéro 8 qui connaît l'ensemble des agents à sa disposition et il va pouvoir le rediriger vers le bon endroit. Le superviseur, c'est un petit peu le chef d'orchestre dont on parlait avant, hein, c'est bien ça? Exactement. D'accord, c'est plus clair, merci beaucoup. Alors, une fois ces flux automatisés et, disons, on a fait l'extraction des métadonnées, il y a la question du stockage qui s'est posée,
que nos clients ont pas mal posées pendant cet IBC, et surtout la centralisation et comment on explore un peu le patrimoine média que nos clients ont à leur disposition. Et c'est là qu'intervient le Solution Guidance Media Lake. Donc là encore, testable, lançable dès à présent sur GitHub. L'idée, c'est avec du Media Lake, c'est de pouvoir proposer une solution cloud clé en main, avec un catalogue centralisé, avec des ressources multimédia, facile à déployer, et ça permet surtout de connecter avec vos workflows existants. Donc ce guidance a été lancé pendant l'été, et ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est tout simplement une démonstration qui est poussée avec 12 Labs. Donc c'est notre partenaire spécialisé dans la compréhension vidéo, basée sur l'intelligence artificielle. Donc 12 Labs, mais corrige-moi si je me trompe, hein, mais c'est l'entreprise qui permet, et la technologie qui permet de comprendre ce qu'on voit, ce qu'on entend, et tous les éléments de sémantique qu'on trouve au sein d'une vidéo. On cherche par exemple un plan large avec la vision où on voit la mer et une voiture qui roule dans les hauteurs, par exemple. Il va automatiquement trouver les plans dans lesquels on voit ce qu'on décrit en langage naturel, c'est bien ça? Exactement. L'idée de 12 Labs, c'est de générer ce que l'on appelle des embeddings, c'est-à-dire des représentations numériques qui capturent toutes les caractéristiques visuelles, sonores que tu viens de citer. Évidemment, là, on a un partenaire 12 Labs, mais on aurait pu aussi utiliser des solutions Service Manager que j'ai citées avec Media2Cloud. Voilà, là encore, Solution Guidance, c'est une solution. Ce n'est pas la solution, mais c'est une super façon, je trouve, de démarrer sur le cloud, de ne pas commencer d'une page blanche, notamment. Et donc, par exemple, si je veux rapidement stocker mes contenus, les comprendre et lancer des workflows d'IA sur ces contenus, Media Lake est une bonne solution pour démarrer et commencer à rapidement orchestrer quelques services d'IA sur ces contenus, c'est bien ça? En fait, ce qui est bien avec cette solution, c'est qu'on peut créer des pipelines. Donc, dès qu'il y a un nouveau fichier média qui est uploadé dans votre bucket S3, ça peut déclencher plusieurs workflows. Donc, l'agent, c'est pas des agents, mais c'est plus la pipeline d'extraction audio, la pipeline justement description de l'audio que l'on peut retrouver également sur notre solution Media2Cloud, et aussi l'appel aux partenaires comme 12 Labs. Donc je trouve que Media Lake, ça va permettre aux entreprises de centraliser, explorer, surtout dialoguer avec les vidéos, dans le sens où, c'est mon point de vue, mais c'est le futur de la gestion du multimédia, où on parle en langage naturel pour trouver un rush en particulier, ou pour exploiter ces vidéos plus facilement possible. C'est très clair. L'idée, c'est, on a exploré les archives, c'est bien, mais il y a aussi le côté création de contenu qui a été mis en avant lors de l'IBC, des contenus neufs et engageants. C'est pour ça, donc la démonstration ici, c'est un créateur de highlights automatiques. Ah oui, donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'aime beaucoup le domaine sportif et les productions de highlights dans le monde du sport. Je sais que beaucoup de nos clients se plaignent ou ont des difficultés parce qu'en fait, quand ils font un highlight de sport, en fait, ils vont prendre des clips qui sont extraits de leur antenne et donc dans lesquels il y a déjà des commentaires qui sont prononcés. Et ils vont choisir les meilleurs moments du match, les mettre en bout à bout, ce qui fait que parfois la track audio de ce highlight peut être manquer de consistance, de cohérence, parce qu'en fait, c'est juste des extraits audio associés aux images qui montrent les buts, les cartons rouges et ce genre de choses. Ouais. Est-ce que cette démonstration adresse ces problèmes? Je pense qu'elle a pas mal plu aussi durant l'IBC, parce que quand on arrive sur le stand AWS, on s'attend à voir l'ensemble des services natifs AWS. C'est le cas, mais il y a aussi, ce qu'on a voulu montrer, c'est combiner un riche écosystème de partenaires. Tu as cité pas moins de 60... oui, c'est ça. 56 exactement. Voilà. Une bonne cinquantaine de partenaires qui étaient présents. Bah là, dans celle-ci, il y en a pas plus entre 5 et 6. Voilà, rien que sur celle-ci, on a déjà 5 ou 6, c'est assez impressionnant. Alors, pour les citer, 12 Labs, on vient d'en parler. Pour la génération d'embedding, pour la création, la compréhension automatique des vidéos. Ensuite, on a Cloudinary qui est là pour la composition automatisée des montages, des replays et surtout la sélection. Ensuite, on a PFT, Prime Focus Technology, qui permet ici de faire le recadrage intelligent et surtout aussi le formatage. Là, ici, qui dit highlight automatique, on pense tout de suite
passage du 16/9 au 9/16 pour le format vertical, justement. Donc en fait, ça permet de rajuster ta vidéo 16/9 pour bien la voir sur un téléphone portable en format carré ou vertical, c'est bien ça? On va le voir juste après, en exemple. Mais parfait pour les réseaux sociaux, ça, en fait. C'est le cas. Et pour rebondir ce que tu disais sur la partie audio, quand on prend par exemple un match de foot avec les commentateurs, peut-être que l'audio va être tronqué. Le fait d'utiliser d'autres partenaires comme Deepub ou Odub, ça va générer de l'audio basé sur une narration, disons, localisée et toujours pertinente, et pour chaque séquence. Et ça, donc on va régénérer en fait la track audio plutôt que de chercher à faire un copier-coller de ce qu'il y avait dans le programme initial, en fait, c'est bien ça? Exactement. Alors je crois en plus que tu étais l'un des... Alors oui, je crois que j'ai eu la chance, ma voix a été clonée en fait dans cette démonstration, donc je pense que si on va sur la vidéo de l'IBC, on peut potentiellement reconnaître ma voix en train d'imiter un commentateur sportif, et donc j'ai réalisé à cette occasion que je n'étais pas du tout un bon commentateur sportif, mais l'expérience est toujours intéressante. Alors je ne sais pas si on va entendre sur cette démonstration, mais hop... Je vais essayer de le... Donc là, on voit qu'il y a une série d'imagettes là, qui apparaît à l'antenne. Donc ça, en fait, c'est les moments clés de la course, hein, c'est bien ça? C'est l'idée. Donc on a Twevlab pour faire la compréhension. Ensuite, on avait Deepub et Odub justement pour la partie génération de l'audio. Donc là, je ne sais pas si on l'entend dans... Je pense que l'audio ne passe pas depuis le PowerPoint, mais effectivement, on voit qu'on a un texte qui correspond au texte qu'on aimerait entendre dans le résumé automatique. Et après, on a une fonction de text-to-speech ici qui Exactement. prononce les mots en question dans la langue destination via un moteur d'IA text-to-speech. Donc là, on a Claudinari qui réapparaît et pour justement aider au montage. Et là, on a surtout... Prime Focus avec leur technologie de reframe pour la verticalisation des contenus. Donc c'est ça dont on parlait tout à l'heure. Et la démonstration, elle finit justement sur Sportsplay, si je ne me trompe pas, pour aider au bon tagging, troncage de la vidéo, pour le publier sur l'ensemble des réseaux sociaux. Très clair. Alors enfin, il y a une dernière démonstration que je voulais mettre en avant ici dans le booth Connect Workflow, qui a pas mal plu aux clients parce qu'on leur parle pas mal extraction métadonnées, on leur parle beaucoup de monétisation. Mais on parle pas assez à mon goût on parlait pas assez à nos goûts. Oh, je vais recommencer. Si ça vous va. 3, 4. Donc on a parlé extraction métadonnées, on a parlé agentique, on a parlé archivage, création de contenu. Et Connect Workflow, il y a aussi la partie comment on peut donner de la valeur à nos données, aux métadonnées, pour que ce soit relié à tous nos enjeux stratégiques. L'idée, c'est comment on peut extraire de la valeur, générer des revenus et piloter vos décisions, le tout grâce à l'intelligence artificielle générative et plus précisément ici dans cette démonstration autour de Amazon Q for QuickSight. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de tester. Oui, mais je pense que ça vaut peut-être le coup de nous réexpliquer un petit peu ce que ça fait et à quoi ça sert. Alors en gros, en quelques mots, c'est pouvoir poser des questions comme en langage naturel, comme quels sont les contenus qui sont porteurs pour des nouveaux investissements ou quelles archives recèlent du potentiel pour des offres d'abonnement ou de licensing, ou encore qu'est-ce qui se cache, où se cachent des séquences réutilisables qui pourraient générer de la valeur supplémentaire. En fait, c'est des questions que l'on pose à nos données directement, que l'on peut voir, que l'on peut voir sur cette démo. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir... Mais donc en fait, quand on pose une question comme ça en langage naturel, le système est assez intelligent pour nous présenter le bon rapport avec les bons graphiques et les bonnes données qui vont me permettre de répondre à ma question. C'est ça que ça fait en fait? C'est ça l'idée. Ça va permettre, je sais pas, pour des réunions de board que l'on a l'après-midi, de générer l'ensemble des graphiques basés sur la donnée, avoir un rapport clé en main que l'on peut télécharger et envoyer par mail à nos managers pour leur expliquer que tel contenu va avoir un impact si on choisit cette séquence, etc., etc. Mais là encore, la clé ici, c'est la donnée et surtout la métadonnée enrichie qui va devenir un appui sur la décision et le tout accessible à tous. Voilà.
Bien, écoute, merci beaucoup Adrien, c'était très clair, super. J'ai enfin compris ce que c'était que l'agentique, donc bravo. Et maintenant, ce que je propose, c'est qu'on passe à la prochaine zone de démonstration au sein de l'IBC. Et pour cela, je vais passer la parole à Emmanuel. Eh bien, merci Sébastien. Donc là, on passe sur la partie Captivate Audiences, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer cette année. On avait des démonstrations qui tombaient autour de 3 différentes catégories. On va les voir juste après. La première, c'est vraiment tout ce qui concerne l'engagement des fans. Donc, comment faire pour que les fans restent engagés en regardant leur contenu. La deuxième catégorie qu'on avait présente, c'était tout ce qui concerne l'observabilité et les opérations intelligentes. Et enfin, on avait une troisième catégorie de démonstration qui était plus concentrée sur la monétisation et l'insertion publicitaire. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passait du côté fan engagement pour commencer. Donc là, l'idée, c'était vraiment de faire sentir à l'utilisateur qu'il participait en fait finalement à l'événement auquel il est en train d'assister. Donc ici, une course de Formule 1. Et donc, pour ce faire, on avait intégré pas moins de 4 fonctionnalités pour permettre de conserver cet engagement. La première, c'est une sorte de mode expert, en fait, dans lequel on a accès à différentes caméras, y compris les caméras embarquées des voitures. Et on pouvait sélectionner la caméra qu'on souhaitait. En fait, on arrive à avoir plusieurs angles de caméra en même temps, c'est ça? Absolument. À la fois la production principale, mais la caméra, les caméras on-board des coureurs qui m'intéressent le plus, peut-être. Tout à fait, et également la caméra hélicoptère, éventuellement les caméras des drones, etc. La deuxième fonctionnalité intéressante qu'on avait intégrée ici, c'est l'intégration de toutes les données de l'API de la Formule 1. Et donc, on pouvait afficher en direct, en fait, les statistiques de performance des différents pilotes, ainsi que la télémétrie des voitures. Et ça, c'est relativement intéressant parce que c'est hyper intéressant de comprendre ce qui se passe en direct. Alors, moi, je n'y connais rien en Formule 1 et en télémétrie encore plus. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on peut utiliser ces informations pour rendre l'expérience peut-être plus engageante ou pour avoir plus d'interactivité avec l'audience, en fait? Comment est-ce que ça peut être utilisé? Eh bien, justement, on a décidé d'utiliser l'intelligence artificielle ici. Toutes ces données sont collectées et sont mises à disposition d'un modèle avec lequel on va pouvoir converser au travers d'un chatbot en lui posant des questions, par exemple, sur la stratégie de pneus ou ce genre de choses. On avait mis également à disposition en place des prédicteurs, et ces prédicteurs, qui eux aussi sont des agents autonomes, avaient la possibilité de faire des prédictions comme, par exemple, quel pilote serait sur le podium à la fin ou qu'est-ce qui allait se passer dans le prochain tour. Parfait. En plus de ça, on avait aussi créé des agents qui permettent de générer automatiquement des quiz pour les utilisateurs pour pouvoir les engager. Dernière fonctionnalité intéressante, je pense, sur cette démonstration est le fait de l'avoir intégré avec la plateforme client qui contient les profils des utilisateurs. Et donc, grâce à ça, on peut personnaliser l'expérience pour les utilisateurs au niveau de l'interface. Donc, un fan de Max Verstappen, par exemple, ou de son écurie, on va lui afficher en priorité les caméras de cette écurie, de son pilote favori. Et lorsque, par exemple, un pilote qu'il a en favori va faire un dépassement pendant la course, on va engager avec l'utilisateur des actions spécifiques pour l'encourager. Donc voilà, c'est à peu près les techniques qu'on avait mis en œuvre ici pour rendre vraiment cette application engageante et faire en sorte que l'utilisateur ait l'impression de participer à l'événement. Ce qui m'amène à une deuxième démonstration qui était présente sur ce pod. Et celle-ci a, je dois dire, eu beaucoup de succès. Et elle concerne l'observabilité des plateformes de streaming vidéo. Alors, juste parce qu'on est dans le recap IBC en français, je vois que tu utilises un terme IOPS. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire? Ok, donc IOPS, c'est un acronyme pour Intelligent Operations. Ah, d'accord. Ok. Et l'idée, c'est vraiment de rendre les opérations, l'observabilité plus intelligente en y incorporant de l'intelligence artificielle et des workflows de type agentique. Donc là, le concept, c'est que c'est pas une surprise. C'est relativement complexe de faire du troubleshooting sur les plateformes de streaming vidéo pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est des environnements qui sont complexes. On a tout ce qui se passe en amont, la contribution, l'encodage. On a aussi la partie delivery avec le Content Delivery Network. On a aussi des données player. Et donc tout ça est très difficile à monitorer.
Et d'autre part, souvent, la donnée est silotée sur différentes plateformes de données. Et donc, récupérer toutes ces données pour en faire sens peut être parfois compliqué. Okay. Et est-ce que ça marche même si tu utilises plusieurs CDN, par exemple, pour livrer tes contenus jusqu'à l'audience finale? Absolument. Donc là, l'idée de cette démonstration, je ne sais pas si vous l'avez vu sur l'écran, on l'a présenté de deux façons, au travers d'une application web qu'on voit sur la gauche et avec une expérience plutôt console, comme on peut le voir sur la droite. L'idée, c'est que un opérateur de support va pouvoir poser une question en langage naturel, comme par exemple, utilisateur 123 a eu un problème d'écran noir hier soir durant sa session 456. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé? Okay. Et donc là, on va avoir automatiquement un workflow agentique, donc plusieurs agents qui vont venir se collecter de la donnée, l'analyser et rapporter cette donnée à un agent principal qui va s'occuper du diagnostic. Donc si on regarde un petit peu sur ce qui se passe au niveau de l'architecture, je pense que ça va nous donner davantage de détails. Ce qu'on a là, en fait, ce sont des données clients, des données players, qui sont agrégées au sein de la plateforme de notre partenaire Mux, par exemple. Ensuite, on a des données de CDN, parce que souvent nos clients sont multi-CDN. Donc, on va avoir ces données qui sont agrégées dans une plateforme de données comme Hydraulix, qui propose un data lake de données pour les CDN. Et enfin, on a pris des exemples avec des données présentes sur Amazon, avec des données CloudFront qui sont envoyées dans une base de données de type TimeStream pour les données temps réel, et aussi des données qui sont directement stockées dans S3 pour des données pour un archivage plus long. On a utilisé ce qu'on appelle des MCP servers. Donc MCP, ça veut dire Model Context Protocol. Et c'est vraiment un protocole qui est utilisé par des agents pour communiquer avec des plateformes de données. Mais juste pour bien comprendre, donc là tu nous donnes un exemple que je trouve super intéressant pour troubleshooter, comprendre ce qui se passe sur ta plateforme de streaming, mais admettons maintenant que tu veuilles faire la même chose pour de la diffusion, de la distribution ou d'autres opérations. Est-ce que le modèle peut s'appliquer à d'autres types de supports? Alors c'est une très bonne question, Sébastien. Ce qui se passe, c'est que on peut l'appliquer à différentes choses. Par exemple, on pourrait tout à fait imaginer qu'on va troubleshooter avec des agents la media supply chain pour essayer de comprendre pourquoi un fichier n'est pas arrivé à destination. Est-ce un problème de QC? Est-ce un problème d'encodage? Donc on peut vraiment appliquer ce type de workflow à tout type de problème, spécialement dans les environnements médias. Changement de concept maintenant, on va passer sur la partie monétisation et insertion publicitaire avec une première démonstration concernant vraiment comment une PME peut finalement créer des publicités de façon automatisée. Et vraiment, cette démonstration est relativement intéressante parce que ce qu'on a là, en fait, c'est un chatbot dans lequel un utilisateur peut commencer à engager avec une intelligence artificielle, lui décrire un petit peu sa marque, envoyer ses logos, décrire un petit peu son business, et on va avoir un agent qui va automatiquement affiner son brief client et générer l'identité de l'entreprise. Okay. Donc là, en fait, c'est un petit restaurant, si j'ai bien compris. Tout à fait. Qui chercherait à lancer des publicités pour la télévision. Et donc, il y a une sorte de diffuseur avec un inventaire publicitaire qui met à disposition un chatbot avec lequel l'annonceur peut discuter, uploader des photos du menu de la salle. Exactement. Et ça va lui générer automatiquement une publicité vidéo. Automatiquement. Tout à fait. Et une publicité de qualité professionnelle. Donc vraiment, l'avantage pour les PME qui n'ont pas la possibilité ou les moyens de faire appel à une agence, c'est de pouvoir, de façon tout à fait autonome et de qualité très professionnelle, générer automatiquement ces publicités pour les chaînes de télé ou les réseaux sociaux. Et on peut voir le changement de plan entre les images qui a été fait automatiquement. Il y a un avatar qui a été généré, j'ai l'impression. Ah, c'est top. Ouais. Avec le petit QR code pour faire la pub juste après. Ok. Donc voilà, simple, mais vraiment efficace. Et une belle démonstration de ce qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et notamment les modèles de génération vidéo Amazon Nova qui sont utilisés dans cette démonstration. Nova Reel, ok. Toujours en restant sur le thème de la publicité, ici on est vraiment sur la partie protection des marques.
Donc, on est parti sur une problématique client qui est en fait que parfois, on peut être dans un contexte qui n'est pas sûr, qui est risqué pour diffuser certaines publicités. Je vais vous donner un exemple très précis. Imaginons par exemple que quelqu'un est en train de regarder un film sur un tsunami dans un pays exotique. C'est peut-être pas le meilleur moment en fait pour proposer une publicité pour une agence de voyage dans un pays exotique. Non, pas trop. Ça va être la même chose, par exemple, sur des contenus politiques qui peuvent être relativement sensibles. Et donc, on va vouloir ici analyser ce qui se passe en temps réel dans un flux vidéo pour pouvoir générer de façon automatique la taxonomie qui est associée à ce contenu et s'assurer qu'on est dans un contexte qui est sûr pour afficher une publicité oui, parce que ce qui est complexe, c'est qu'en fait, je pense qu'on voudrait en fait détecter quelles sont les thématiques abordées dans l'émission. Tu parlais de voyage en Asie du Sud-Est, par exemple. Mais ce que tu veux, c'est détecter si ce contexte il est positif ou négatif. Négatif. Pour venir y insérer les publicités. En fait, c'est bien ça. C'est exactement ça, et c'est ce qu'on voit à l'écran ici, avec dans la partie supérieure en fait la vidéo en direct où on a finalement une émission politique qui discute d'un sujet très sensible qui est les enfants qui sont soumis à des contenus sur les plateformes de réseaux sociaux. Et en bas, éventuellement, un remplacement publicitaire par une publicité pour des enfants. Donc on se rend bien compte qu'ici, en fait, le contexte n'est pas bon pour afficher ce type de publicité. Et on a donc un LLM, une intelligence artificielle qui va nous permettre de s'assurer que ça ne se produit pas afin de ne pas diffuser ce type de publicité. Mais un des enjeux, je pense, dans ce cas-là, c'est de pouvoir le faire en temps réel pour les contenus de type news, conférences de presse ou journaux télévisés, par exemple. Est-ce que ça peut marcher en temps réel? C'est du temps réel, là. Ce qu'on voit là, en fait, c'est vraiment un flux live en temps réel. Et ce qu'on voit aussi à la fin, c'est un reporting dans lequel on va afficher finalement quels étaient les temps d'antenne qui étaient safe pour pouvoir diffuser de la publicité versus ceux qui ne l'étaient pas. Ça permet vraiment aux chaînes et aux broadcasters de monétiser leur inventaire davantage. On va passer à une autre démonstration toujours autour de la publicité. C'est un peu le thème. Et donc ici, ce qu'on a, c'est de la publicité contextuelle et non intrusive. C'est-à-dire que non seulement on va essayer de comprendre le contexte de ce qui se passe dans la vidéo pour pouvoir afficher de la publicité, mais en plus, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit le moins intrusive possible pour qu'elle soit bien acceptée par l'utilisateur final. Donc là, on avait, pour exemple, le contenu de la Formule 1. Et si on prend ce contenu-là, on pourrait imaginer, par exemple, que lorsqu'il y a une safety car qui est présente dans la course, à ce moment-là, on a un utilisateur qui n'est pas très concentré sur l'action et on va pouvoir lui diffuser une insertion publicitaire classique, standard, linéaire, où on va remplacer le contenu de la Formule 1 par un contenu publicitaire. En revanche, si on est sur, par exemple, le dernier tour, ou s'il y a eu un accident, on va éviter d'afficher de la publicité tout court. Le reste du temps, on peut supposer que l'utilisateur est relativement engagé dans le contenu qu'il regarde, et par conséquent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diffuser une publicité, mais qui est peu intrusive, avec des formats de type L-shape ou Squeezebox, où l'utilisateur va pouvoir continuer à regarder son contenu, tout en ayant de la publicité autour. Donc ce sera quelque chose qui sera vraiment moins intrusif et mieux supporté. Surtout pour des événements sportifs où pendant 45 à 90 minutes, c'est un événement non-stop où justement il n'y a pas de ad break à ce moment-là. Donc là, ça va permettre, je présume, d'avoir des nouvelles sources de revenus grâce. C'est exactement ça, Adrien. L'idée, c'est pas de remplacer les modèles actuels, mais c'est vraiment de les complémenter avec des nouveaux formats qui vont permettre de générer des revenus complémentaires. Et en parallèle, je retiens aussi que ça la rend plus acceptable, cette publicité, et donc l'expérience pour le téléspectateur final beaucoup plus agréable et moins intrusive. Moins intrusif et surtout très intégré avec l'application dans laquelle elles sont diffusées. Et c'est ça qui est important. Ça a été fait avec un partenaire aussi, celle-là. Donc merci de le souligner, Adrien. Cette démonstration a été faite avec un partenaire qui s'appelle ITG, ça veut dire In the Game. Et en fait, ce partenaire permet de s'intégrer facilement avec notre service d'ad insertion qui s'appelle MediaTailor au travers d'un SDK. Et ce SDK va permettre d'afficher ses rendus côté client. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup Adrien. Je pense que on arrive tout doucement à la fin de notre petite session recap IBC 2025, donc je vous en remercie beaucoup.
Il y a beaucoup de sujets de démonstration passionnantes qu'on n'a pas du tout eu le temps d'aborder aujourd'hui, malheureusement. Mais la plupart d'entre elles, je crois, sont accessibles sur Internet. Absolument. Donc, on a ajouté un petit QR code que vous pouvez scanner de façon à accéder à la page. Chaque démonstration est agrémentée d'un petit diagramme et d'explications pour bien la contextualiser et bien comprendre. Donc, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil et à nous contacter si quelque chose n'est pas clair ou si vous aimeriez avoir plus d'informations à leur sujet. Ouais, n'hésitez pas à contacter aussi vos solution architects s'il y a une démonstration qui vous intéresse, si vous voulez dive deep dessus. On se fera un plaisir de pouvoir creuser tout ça avec vous et pouvoir le mettre en pratique chez vous. Merci beaucoup. Eh bien, cette session IBC Recap en français se termine. À très bientôt et j'espère que vous allez bientôt innover tous ensemble grâce à ces nouvelles idées qu'on a mises sur la table aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.